Bienvenue dans le podcast d'aujourd'hui. Nous adoptons un format un peu différent aujourd'hui, car nous enregistrons depuis Tbilissi, en Géorgie, et je suis accompagné de deux de mes invités préférés, Alexander Mercoris, l'animateur de The Duran, et Ian Proud, un diplomate britannique chevronné qui a passé son temps à l'ambassade à Moscou entre 2014 et 2019. Nous sommes, bien sûr, en Géorgie, et l'un des sujets que nous abordons lors de la conférence est la manière dont les petites puissances survivent et idéalement prospèrent aussi, tout en rendant, bien sûr, la situation plus difficile pour un petit pays situé à la frontière d'une grande puissance, comme la Géorgie. Comment survivre? C'est une question vraiment importante, surtout ici en Géorgie, en ce moment. Alors, doivent-ils rechercher une assistance extérieure et devenir membres de l'OTAN, ou risquent-ils de déclencher un dilemme de sécurité? Comment rester en sécurité quand on est la Géorgie? Eh bien, pour répondre à la première question, la Géorgie ne devrait absolument jamais rejoindre l'OTAN, car elle devrait mener une guerre avant même de pouvoir envisager d'y adhérer, et à ce moment-là, elle deviendrait un État encore plus en faillite que ne l'est l'Ukraine aujourd'hui. Mais, je veux dire, quand on parle de la Géorgie, on se focalise sur la Russie. Mais bien sûr, la Géorgie est aussi encerclée par la Turquie, qui possède la plus grande armée européenne de l'OTAN, et au sud, vous savez, par l'Iran. Donc, la meilleure chose que la Géorgie puisse faire, c'est de ne pas s'aligner militairement, mais d'essayer d'assurer de bonnes relations de voisinage avec chaque pays. Je pense que c'est tout à fait exact. Un pays comme la Géorgie ne devrait pas se sentir obligé de faire des choix simplement parce qu'il est proche d'une grande puissance. L'idée que la proximité d'une grande puissance constitue en soi une menace et que cette grande puissance est là pour vous avaler me semble simpliste. Il n'y aurait aucun sens pour la Russie de vouloir faire cela vis-à-vis de la Géorgie. Il n'y aurait aucune raison pour que la Géorgie en ait peur. Ce que la Géorgie devrait faire à la place, c'est tirer le meilleur parti des opportunités dans sa région qui sont considérables. Elle a la Turquie, l'Iran, la Russie. Le marché russe est immense pour les produits géorgiens. Elle peut attirer des touristes russes et faire toutes sortes de choses de ce genre avec la Russie, mais elle n'a pas à en avoir peur. Si elle tombe dans le piège de la crainte de la Russie, c'est là que les relations commencent à se détériorer. Et c'est ce qui pourrait pousser les Russes à agir, car ils pourraient alors considérer que ce pays leur est hostile et qu'ils doivent prendre des mesures pour éviter qu'ils ne basculent dans le camp de leurs ennemis. Mais il est certain que le dilemme de sécurité a dû s'intensifier avec le moment unipolaire, car sinon, il ne semblerait pas logique d'essayer d'installer une alliance militaire aussi près de la frontière russe. Je veux dire, pendant la guerre froide, nous avions une certaine distance confortable. Dans quelle mesure le passage à la multipolarité affecte-t-il la Géorgie et la façon dont elle s'associe à l'Occident, ainsi qu'à la Turquie, la Russie et l'Iran? Eh bien, l'un des points que nous évoquions plus tôt, c'est que chaque fois que l'on pense à une doctrine de politique étrangère, on veut automatiquement passer directement à la solution. Quel format adopter? Mais en réalité, à l'ère de la multipolarité, ce que la Géorgie doit faire, c'est d'abord réfléchir à ses intérêts stratégiques fondamentaux, puis avancer à partir de là. Et ces intérêts devraient être, comme c'est pratiquement le cas pour chaque pays, comment assurer la prospérité de la Géorgie et réduire la pauvreté, comment garantir le bien-être et la sécurité de ses citoyens, et comment préserver son intégrité territoriale. S'ils envisagent toute leur politique étrangère à travers ces trois prismes, j'imagine qu'ils pourraient conclure que la meilleure voie à suivre serait d'adopter une approche multivectorielle, un peu comme le Kazakhstan l'a fait avec succès depuis de nombreuses années, en entretenant d'aussi bonnes relations avec la Chine et la Russie qu'avec l'Union européenne et les États-Unis.
with the European Union and with the USA. But is this possible for Georgia though? Because when Mais est-ce possible pour la Géorgie cependant? Car un problème clé auquel nous sommes confrontés en Europe aujourd'hui est évidemment l'effondrement de toute l'architecture de sécurité européenne. Le principe même de la sécurité semble désormais être l'expansion progressive de l'OTAN vers l'Est. Ainsi, une fois que l'Europe est divisée, les pays situés sur les lignes de fracture, que ce soit l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie, subissent d'énormes pressions pour choisir. Soit vous appartenez à l'Occident et à l'OTAN, soit vous êtes pro-russe et vous appartenez aux Russes. Comment peuvent-ils éviter de devenir des vassaux dans une Europe divisée? I guess becoming vassals in a divided Europe. This is actually the core problem. C'est en réalité le problème central, car ce que j'ai évoqué précédemment à propos de la relation potentielle de la Géorgie avec la Russie suppose une Russie qui serait une grande puissance normale et conventionnelle, ce qui à mon avis correspond exactement à ce qu'est la Russie à ce stade de son histoire. Le problème, c'est que les États-Unis ne sont pas une grande puissance conventionnelle. Ils se sont convaincus que, parce qu'il y a eu ce moment unipolaire, ils ont le droit, voire l'obligation, d'étendre ce qui est en fait leur sphère d'influence partout, même dans des endroits très éloignés de leur propre territoire et de leur région centrale, comme le Caucase, en attirant la Géorgie dans leur propre sphère, dans leur système d'alliance, dans tout leur espace géostratégique. Et cela a été un problème majeur pour des pays comme la Géorgie, car ils subissent la pression d'une grande puissance lointaine qui cherche à les attirer dans son propre système, sans se soucier des conséquences pour ce pays, la Géorgie elle-même, et de la manière dont cela antagonise la grande puissance voisine, à savoir la Russie. Maintenant, espérons que les Américains commencent peu à peu à sortir de cette illusion. Ils sont probablement, j'aimerais le croire, en train de réaliser que cette tentative d'étendre leur sphère d'influence partout ne leur réussit pas. Mais c'est à mon avis le principal problème auquel la Géorgie est confrontée actuellement. Le principal problème de la Géorgie n'est pas la Russie. Ce sont les États-Unis et ses propres attentes démesurées envers elles-mêmes. Pourquoi pensez-vous que les États-Unis n'acceptent pas, je suppose, ce postulat? Parce que je fais souvent remarquer que des pays comme la Géorgie devraient avoir les mêmes libertés que le Mexique. Ils devraient pouvoir entretenir des liens économiques avec qui ils veulent, des liens politiques aussi. Mais, bien sûr, le Mexique n'a pas le droit d'installer des bases militaires chinoises ou des missiles russes à la frontière des États-Unis. Les États-Unis réagiraient certainement de manière très négative. Pourquoi pensez-vous que ce n'est pas... Pourquoi cet argument n'est-il pas accepté aux États-Unis en ce moment ou d'ailleurs à travers l'Europe? L'idée selon laquelle il faut reconnaître les préoccupations sécuritaires, par exemple, non seulement des Russes, mais comme cela a été souligné, il y a aussi d'autres pays dans la région, comme l'Iran. Je pense que cela remonte à cette idée selon laquelle les États-Unis n'ont pas dépassé leur mentalité du XXe siècle dans leur façon de penser le monde en développement. La Russie en est un très bon exemple, en particulier parce que la première phase de l'élargissement de l'OTAN a en réalité eu lieu à un moment où la Russie était à genoux, tant sur le plan économique que politique. Et je pense que cela a convaincu beaucoup de gens à Washington, en particulier, qu'ils pouvaient continuer à pousser l'élargissement de l'OTAN parce que la Russie avait été tellement affaiblie qu'elle serait incapable de résister à ce processus. Le problème, c'est qu'une fois entrée dans le XXIe siècle, la Russie a commencé à croître et à se redresser économiquement, au point d'être aujourd'hui la puissance conventionnelle dont parle Alexandre. Mais la façon de penser aux États-Unis, et je peux vous l'assurer, la façon de penser à Whitehall aussi, reste bloquée au XXe siècle. Ils n'ont pas fait cette transition, malgré l'échec très évident et la catastrophe qui se déroule aujourd'hui en Ukraine.
and disaster that is taking place today in Ukraine. But I guess one of the big things that surprised me Mais about Georgia je suppose que l'une des choses qui m'a le plus surpris à propos de la Géorgie, c'est l'image qui est souvent véhiculée, du moins en Europe, à savoir que le gouvernement actuel serait d'une certaine manière pro-russe. Je trouve cela toujours fascinant, car comme nous l'avons appris, ils n'ont pas de relation diplomatique avec les Russes. Pourtant, si la Géorgie n'accepte pas, je suppose, une conformité totale avec l'OTAN et ne se transforme pas en une ligne de front contre les Russes, cela équivaut d'une certaine façon à être pro-russe. Comment expliquez-vous cela? yeah, pro-Russian. How do you explain how? Well, this comes back to Eh bien, cela revient à ce que disait Yann, à savoir que nous n'acceptons pas encore que les Russes soient une puissance alternative. Nous croyons toujours, et je dis nous parce que cette attitude est encore très présente en Grande-Bretagne, que nous avons l'obligation et le droit d'aller de l'avant et d'intégrer tout le monde dans ce que nous considérons comme la famille démocratique des nations. Une famille qu'en même temps, nous contrôlons de multiples façons. Donc, nous résister et dire, écoutez, nous avons nos propres préoccupations, nos propres intérêts, nos propres enjeux régionaux. Cela signifie que vous n'acceptez pas de faire partie de cette grande famille de nations. Et cela soulève alors la question, pourquoi ne voulez-vous pas en faire partie? Et cela ne peut être que parce que vous êtes de mèche avec l'autre camp. Ce qui doit signifier qu'il y a une sorte d'influence néfaste ou des choses de ce genre en jeu. C'est une perspective totalement erronée. Elle n'a absolument aucun rapport avec les réalités auxquelles la Géorgie est confrontée aujourd'hui. La Géorgie a de nombreux problèmes avec la Russie. Les Russes contrôlent encore de manière indirecte l'Ossétie et l'Abkhazie, ce qui est une source de grande inquiétude pour la Géorgie. Elle souhaite changer cela. Comme vous l'avez justement dit, elle n'a même pas de relation diplomatique avec la Russie. L'idée que les Russes exercent un tel contrôle sur ce qui se passe ici est complètement absurde. Mais ce n'est pas une absurdité que nous voulons voir, car si nous la voyons, si nous réalisons que c'est faux, ça soulève bien sûr des questions sur la justesse de ce que nous faisons dans une région comme celle-ci. Je tiens également à souligner que ce n'est pas que la Géorgie n'ait pas de préoccupations légitimes. Je pense qu'il ne faut pas les écarter. Comme vous l'avez dit, une partie de leur territoire a été perdue. Donc, ils ont effectivement des préoccupations légitimes. La question est de savoir quelle est la meilleure voie à suivre pour renforcer leur sécurité. Parce qu'il ne faut pas déclencher un dilemme de sécurité, qui a aussi contribué à la perte de ces territoires. Mais cette image, pourtant, du gouvernement géorgien présenté comme pro-russe, simplement parce qu'il ne fait pas ce qu'on lui dit, j'ai trouvé intéressant que même les manifestants ici semblent la partager. Je veux dire, nous sommes passés devant le Parlement hier, et ils brandissaient des drapeaux de l'UMA-WRME, des drapeaux américains, et affirmaient en gros que le gouvernement géorgien, qui ne semble pas vraiment apprécier la Russie, est pro-russe parce qu'il ne s'est pas suffisamment engagé envers l'Occident. Mais selon vous, quel rôle l'Occident joue-t-il dans la montée de ces manifestations menées par des ONG au sein de la société géorgienne? Vous, avec votre expérience. Yeah. I mean, it's wound deeply into the system of Oui, how c'est profondément ancré dans le fonctionnement de nos réseaux diplomatiques, le Royaume-Uni et les États-Unis. Nous nous sommes retrouvés dans une situation que j'appelle la diplomatie bipolaire, où nous voulons que les petits États choisissent entre les gentils, c'est-à-dire nous, et les méchants, généralement la Russie, mais aussi la Chine, l'Iran, et ainsi de suite. Et depuis le début du XXe siècle, nous avons investi chaque année des millions de livres dans le développement d'une industrie des ONG à travers le monde qui sollicite des fonds du gouvernement britannique pour atteindre des objectifs clés. La promotion de la démocratie, l'activisme pour les droits de l'homme, les droits LGBT.
Et je ne dis pas que ces questions, en elles-mêmes, sont illégitimes au Royaume-Uni. Ce sont de bons sujets à débattre au sein de notre société. Mais ce qu'ils font réellement, c'est promouvoir l'activisme. Ils financent des personnes pour faire avancer l'activisme sur ces questions, ce qui peut aller à l'encontre des positions culturelles et politiques des pays dans lesquels ils opèrent. Cela signifie que la Géorgie, par exemple, compte 7000 ONG financées à l'international, qui poussent toutes un agenda contraire à la politique intérieure du gouvernement en place. On observe cela dans de nombreux pays à travers le monde. On peut remonter aux années 1970 et constater de manière très différente des ingérences dans les affaires internes des gouvernements. C'est systémique, la façon dont nous avons mis en place ces fonds. Et lorsque vous proposez de l'argent, vous trouverez une ONG qui postulera pour cet argent. Cela a simplement créé une industrie massive, et dans peu de pays, on la voit aussi extrême qu'ici. En Géorgie, Eh bien, c'est très dangereux parce qu'il faut une société civile forte pour servir de contrepoids au pouvoir gouvernemental. Mais lorsque des puissances étrangères la financent, même si c'est avec de bonnes intentions, du moins au départ, cela soulève des inquiétudes. Si l'on considère le monde comme étant divisé entre cette Europe libérale et démocratique et l'autre autoritaire, comme les Iraniens ou les Russes, tout ce financement des ONG ne serait-il pas aussi lié à la géopolitique, encourageant les pays à devenir plus comme nous et moins, par exemple, comme les Russes? D'ailleurs, vous veniez de l'ambassade britannique, donc vous aviez un énorme budget pour les ONG, n'est-ce pas? oui, 7 millions de livres par an. Et même si financer des ONG était illégal en Russie à l'époque, nous étions convaincus que lorsque nous arrivions dans un pays étranger et y installions une ambassade, d'une manière ou d'une autre, nous étions là pour les guérir de leurs maux, de leurs méfaits et de leurs spécificités culturelles particulières. Vous savez, ce n'est pas notre rôle. Le rôle principal de la diplomatie est d'assurer de bonnes relations avec les pays dans lesquels nous opérons. Pas de financer des organisations qui génèrent en réalité des conflits et des tensions internes dans ces pays. Nous avons eu ce panel aujourd'hui, tous ensemble, avec Jack Matlock, l'un de mes grands héros. Mais il a soulevé un point similaire à celui d'Ian, que nous, c'est-à-dire les pays occidentaux, sommes venus en Géorgie et avons vraiment fait un énorme effort pour changer sa culture, y compris sa culture politique. Voyez-vous les mêmes conséquences qu'Ian? Absolument. Et ce que nous faisons, c'est nous immiscer dans la conversation interne que la Géorgie mène. La Géorgie se développe, évolue et change constamment. Mais nous partons du principe qu'il est juste, approprié et légitime d'essayer d'orienter ce processus, de le diriger dans certaines directions que nous considérons comme optimales. Mais la société géorgienne n'est peut-être pas d'accord avec nous sur ces orientations, ou peut-être qu'elle l'est, mais pense qu'elle devrait être parvenir d'une autre manière. Ce n'est pas quelque chose que nous comprenons très facilement en Occident. L'un des problèmes que nous avons, je pense, en Occident, c'est que nous croyons aussi que pour préserver ce que nous comprenons comme la paix, nous devons avoir des sociétés qui partagent essentiellement nos idées et nos valeurs, et qui utilisent des formes d'organisation politique similaires aux nôtres. Nous avons en quelque sorte le sentiment que si nous ne dirigeons pas les sociétés dans cette direction, nous allons créer des crises, des tensions et de possibles conflits à l'avenir. Alors qu'en réalité, ce sont précisément nos efforts pour façonner ces sociétés qui alimentent les conflits et les tensions que nous prétendons vouloir résoudre et éviter. C'est très mauvais pour les sociétés dans lesquelles nous intervenons, et ce n'est pas bon non plus pour nos propres sociétés.
Cela nous implique beaucoup trop dans d'autres pays que nous ne comprenons peut-être pas entièrement, voire pas très bien. entirely understand or even understand very well. Yeah, this, Oui, je pense que c'est un bon point de dire que nous nous berçons d'illusions, apparemment. Car quand on a ces 7000 ONG, comme vous l'avez dit, qui essayent, j'utiliserai le mot, de détourner la société civile géorgienne, étant donné que ce sont des puissances étrangères qui fixent l'agenda. Quand on parle d'ONG, comme nous le soulignons, elles sont généralement financées par des gouvernements étrangers et non par des organisations indépendantes. Mais lorsque la Géorgie a pris la décision de dire « Vous savez, nous avons besoin de plus de transparence pour nous assurer qu'il s'agit bien de sociétés civiles et non d'intérêts étrangers », j'ai remarqué qu'il a suffi, du moins sur les écrans de télévision à travers l'Europe, de quelques images de personnes agitant des drapeaux de l'UE-Comer, de quelques manifestations, de quelques slogans. Ils ont avancé l'argument que, vous savez, peut-être qu'ils sont poutinistes, qui connaissaient leur gouvernement, et c'était tout. Et après cela, le gouvernement démocratiquement élu dans une société libre et ouverte a été essentiellement considéré comme illégitime. Et des personnes, y compris des journalistes respectés, ont commencé à évoquer la nécessité d'un changement de régime. Eh bien, ce gouvernement doit partir. Je veux dire, comment en arrive-t-on, de notre côté, à une situation où l'on délégitime ainsi un gouvernement démocratiquement élu? Eh bien, en fait, nous avons essayé de reproduire exactement les mêmes circonstances qui ont conduit à un changement de gouvernement illégal en Ukraine en 2014, avec la tentative de Salomé Zourabichvili de rester en quelque sorte en fonction comme une sorte de présidente éternelle de la Géorgie. Comment pouvons-nous permettre que cette situation se produise? Nous avons une parfaite convergence au Royaume-Uni entre l'exécutif, le gouvernement qui définit la politique étrangère, tous les partis politiques traditionnels et les médias dominants. Ils sont tellement alignés que nous pouvons avancer avec cette politique pratiquement sans aucun contrepoids interne au Royaume-Uni. Je parle spécifiquement du Royaume-Uni, puisque je suis britannique, pour savoir si, en réalité, c'est la bonne chose à faire. Même avec une guerre qui fait rage en Ukraine et qui a tué ou blessé plus d'1 million de personnes depuis 2022, il n'y a pratiquement aucun débat sur la question de savoir si, avec le recul de 3 ans, nous devrions peut-être adopter une politique différente. Une politique visant à mettre fin à la guerre. Il n'y a absolument aucune remise en question. On a presque l'impression de vivre en Union soviétique, où l'alignement entre l'exécutif, la politique et les médias est si étroitement fixé et dicté par le D. Downing Street que nous avons carte blanche pour semer le chaos dans le monde sans être véritablement contestés pour nos actions. Eh bien, c'est l'une des choses qui était fascinante lors de l'élection de Trump, lorsqu'il a, du moins au début, commencé à retirer certains financements de l'USAID, par exemple. Nous avons découvert que l'USAID finançait 85 à 90% des médias ukrainiens. Nous l'avons découvert, mais malgré cela, nous continuons à les considérer comme des institutions démocratiques, alors que ce n'est pas leur propre démocratie. Mais pour un pays comme la Géorgie, comment s'adapte-t-il aujourd'hui alors que le monde devient plus multipolaire? Parce que pendant l'ordre unipolaire, je comprends pourquoi, si l'Amérique et l'Occident sont les seuls acteurs, on s'adapte en conséquence. Mais que peut faire la Géorgie aujourd'hui? Eh bien, avant de répondre à cela, puis-je simplement revenir sur certains des points qu'Ian a soulevés. Premièrement, il faut comprendre que malheureusement, en ce qui concerne la perception de la démocratie en Occident, nous en sommes venus de plus en plus à penser que ce qui fait d'un pays une démocratie, c'est le degré de son alignement avec nous, parce que nous sommes la communauté démocratique. Si un pays est de notre côté, cela doit signifier que c'est une démocratie.
S'il n'est pas de notre côté, alors bien sûr on remet fortement en question sa démocratie et il s'aligne avec les régimes autoritaires. Nous ne regardons donc pas les réalités objectives de ce qui se passe réellement dans le pays. La Géorgie pourrait organiser des élections totalement libres. Elle pourrait avoir des présidents ou des premiers ministres élus conformément à la Constitution. Mais s'ils ne sont pas d'accord avec nous, cela doit signifier qu'il y a quelque chose de défectueux et de problématique dans leur démocratie. Et à ce moment-là, nous avons le devoir de la changer. Maintenant, l'autre point que je voulais relever, à partir de ce qu'Ian disait, c'est que il a parlé de l'industrie des ONG. J'ai été en contact avec elle à différents moments. Je voyais déjà comment elle fonctionnait dans ma vie précédente dans le domaine juridique, et cela remonte à un certain temps. Je ne pense pas qu'il soit facile d'imaginer, à moins de l'avoir vu de près, à quel point cette industrie est devenue grande et puissante. Et bien sûr, comme toutes les industries, elle fait du lobbying, elle gagne en influence, et elle a sans aucun doute influencé les médias et la politique. Elle façonne le débat politique qui a lieu au sein des pays, et bien sûr, cela crée ensuite une sorte de cercle. L'argent vient des gouvernements, il crée l'industrie, et l'industrie a alors un intérêt direct à influencer la politique des gouvernements. Je ne veux pas dire que tout se résume simplement à cela, car il y a d'autres acteurs, mais cela joue un rôle important pour expliquer pourquoi nous, en Occident, faisons ce que nous faisons. Pour revenir à votre question sur la Géorgie elle-même, je pense que la Géorgie doit comprendre, tout d'abord, qu'il doit y avoir une prise de conscience au sein de la société géorgienne et de son système politique de ces processus. Elle doit également comprendre que si elle veut se développer en tant que pays souverain, prenant ses propres décisions, elle doit prendre des mesures pour protéger sa souveraineté. Et cela signifie parfois prendre des décisions qui ne sont pas faciles à mettre en œuvre et qui peuvent être sujettes à la critique afin de défendre et protéger l'intégrité de ses propres processus. Malheureusement, je pense que cela est inévitable, même si l'on préférerait que cela ne soit pas nécessaire. On préférerait qu'il n'y ait pas besoin de loi sur les ONG, de déclaration de loi sur les agents étrangers et de toutes ces choses-là. Mais dans la réalité actuelle, j'ai bien peur qu'elle soit inévitable. Vous entendez les mêmes commentaires sur les ONG que ceux que j'entends de la part de collègues, de la Hongrie à l'Inde. Ils soulignent toujours les contradictions. Ces organisations sont censées être des institutions démocratiques, mais elles n'ont pourtant pas de mandat démocratique. Mais il est très difficile de les critiquer, car elles opèrent sous le couvert de la vertu. Ainsi, lorsque nous finançons des ONG, c'est toujours pour des causes bonnes, libérales et démocratiques. Il devient donc très difficile de s'opposer à elles, car elles peuvent toujours s'appuyer sur leurs vertus, et toute critique à leur encontre est accueillie avec suspicion. Mais avant de revenir à la question du basculement multipolaire, je voudrais juste répondre à ce qu'Alexander a dit, car une grande partie du postulat derrière l'hégémonie libérale serait que, je suppose que le scénario rêvé serait celui des années 1990, lorsque des pays comme la Pologne voulaient vraiment faire partie de l'Occident. Ils veulent s'éloigner le plus possible des Russes, par exemple. Ainsi, la démocratie libérale signifiait être pro-occidentale et anti-russe. Mais le problème principal, c'est que plus on va vers l'Est, c'est pas toujours le cas. Et c'est l'une des choses qui nous a frustrés avec les Ukrainiens, par exemple. Seule une petite minorité voulait faire partie de l'OTAN, et si on leur avait laissé le choix, la plupart auraient choisi un arrangement de sécurité avec la Russie. Ce n'est certainement plus le cas aujourd'hui, mais en 2014, lorsque cette décision a été prise pour eux, c'était ainsi. Alors, comment
comment le projet libéral peut-il continuer s'il n'est plus lié au pouvoir? Parce que le postulat a toujours été qu'à mesure qu'un pays devient plus libéral et démocratique, comme l'a dit Alexandre, on suppose qu'il doit s'aligner davantage sur nous, sinon nous suivre, du moins nous ressembler davantage. Alors, comment l'Occident peut-il fonctionner différemment dans ce cas? How can the West operate this differently then? Well, I think we've reached the high watermark. Eh bien, je pense que nous avons atteint le point culminant en Ukraine. Cette approche ne peut plus réussir. Lorsque, pour atteindre l'objectif ultime de faire de l'Ukraine un pays semblable au nôtre, on dévaste le pays, on le transforme en un État économiquement en faillite et on crée d'énormes défis systémiques qui restent encore à affronter. Pour le projet européen lui-même, on pourrait soutenir que poursuivre la guerre revient simplement à repousser le problème brûlant de l'adhésion accélérée de l'Ukraine à l'UPOE, qui, lorsqu'elle aura lieu, se fera très clairement à des conditions de second ordre. L'Ukraine n'adhérera pas et ne recevra pas les mêmes subventions que la Pologne et la France, car ces pays y opposeront leur veto. Donc, en fait, avoir adopté cette approche visant à convertir, à évangéliser comme des missionnaires chrétiens américains parcourant le monde, représente désormais un risque pour l'Europe elle-même. Il pourrait y avoir un énorme retour de bâton et un possible démantèlement du projet européen. À mesure que les échecs à long terme, issus de la défaite en Ukraine, se traduiront par des défis politiques et une accélération du mouvement de certains pays pour quitter l'Union européenne, c'est ce que je prévois pour l'avenir. Comment voyez-vous, eh bien, en partant de là, la guerre en Ukraine? Comment pensez-vous que cela va affecter la Géorgie à l'avenir? Parce que le Premier ministre de ce pays a lui-même averti que lors des tentatives de renverser le gouvernement ici, l'objectif des Américains et de leurs alliés était d'utiliser la Géorgie pour ouvrir un second front contre les Russes. Et encore une fois, le premier réflexe est de dire « Eh bien, alors ce n'est plus pro-occidental, c'est pro-russe, parce que c'est ce que diraient les Russes. » Mais encore une fois, il s'agit d'un gouvernement qui veut vraiment rejoindre l'UMR et qui met en œuvre les réformes qui lui sont demandées. Alors, comment que pensez-vous que la Géorgie va... Eh bien, c'est un bon point, car je ne pense pas que ce qu'a dit le Premier ministre géorgien ait été fermement et efficacement démenti, ce qui laisse craindre que ce soit probablement vrai. Dans ce cas, nous voyons la conséquence logique inévitable de tout cela, car nous arrivons en Géorgie en disant que nous sommes là pour promouvoir et construire votre démocratie. Et nous finissons par essayer d'impliquer la Géorgie dans une guerre avec un pays bien plus puissant qu'elle, afin de servir nos stratégies géopolitiques et autres dans un autre endroit comme l'Ukraine. Cela montre donc, au final, le profond cynisme qui se cache derrière tout cela. The profound cynicism behind all of this. I mean, with all of the... Je veux dire, malgré toute la sincérité indéniable de la conviction selon laquelle nous promouvons et guidons les nations sur la bonne voie, au final, cela revient à les traiter comme des pions sur un échiquier, en ignorant leurs propres intérêts. Si nous avions à cœur les intérêts de la Géorgie, nous ne voudrions pas que la Géorgie soit impliquée dans cette guerre. Si nous avions à cœur les intérêts de l'Ukraine, nous ne chercherions pas à entraîner l'Ukraine dans un conflit avec la Russie en insistant sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et d'autres choses de ce genre. C'est, je pense, une chose à laquelle il faut réfléchir et qu'il faut dire, et comme Yann le disait, il est très difficile de faire passer ce message en Occident, mais c'est la réalité. Maintenant, la Géorgie elle-même, ou du moins son gouvernement, a pris la décision de ne pas tomber dans ce piège. Ils ont refusé d'être utilisés et manipulés de cette manière. Et la société géorgienne a compris cela et a soutenu le gouvernement dans cette position.
Cela rejoint ce que disait Yen à propos de l'Ukraine comme point culminant, car des pays comme la Géorgie voient ce qui est arrivé à l'Ukraine et disent non, nous n'allons pas être entraînés dans cette direction à terme. Cela va commencer à avoir un effet cumulatif à travers le monde. J'ai parlé à un homme politique géorgien qui m'a dit que lorsque la guerre a commencé en Ukraine, des Américains sont venus ici et on leur a plus ou moins proposé de se joindre à eux car ils pourraient au moins récupérer leur territoire. C'était un argument de vente important. Si j'étais géorgien, je verrais cela comme une cause noble. Vous savez, récupérer ces territoires. Une certaine justice historique. Donc c'est une bonne façon de vendre une guerre. Mais en réalité, ce n'est pas comme ça que ça se passerait. Je pense qu'ils se retrouveraient dans une situation bien pire. Mais c'est une façon habile de vendre une guerre, j'imagine, aux gens. C'est là que réside la justice. Passons à la dernière question, qui est liée à ce qui a été discuté précédemment et que j'aimerais poser à vous deux. La question de la multipolarité, encore une fois, car les gens ont souvent des attentes différentes. Certains suggèrent qu'une orientation multipolaire signifie, vous savez, que la Géorgie a désormais l'opportunité de diversifier son économie afin de devenir plus souveraine. Ou bien cela signifie-t-il que nous allons à nouveau diviser le monde en sphères d'influence, où la Géorgie sera essentiellement capturée ou deviendra le vassal de quelqu'un? Je ne pense pas que cela arrivera, en réalité. Les grandes puissances continueront d'exister, de croître et de prospérer. L'Inde est d'ailleurs en train de rattraper son retard, la Russie bien sûr, la Chine, et ainsi de suite. Et par la nature même de l'économie, les pays proches de grands pays ont tendance à commercer avec eux. C'est simplement l'effet géographique de l'économie, à mon avis. Ce qu'il faut faire en réalité, ce n'est pas forcément gérer la relation entre les grands États et les petits États, mais plutôt gérer les tensions entre les grands États eux-mêmes. Et pour cela, nous avons les Nations Unies. La carte du monde est marquée par la complexité, avec des différends territoriaux en Europe, en Amérique latine, en Asie, et ainsi de suite. Et cela existe. Cela existe. Le format intergouvernemental existe pour accepter la complexité et le désordre du monde dans lequel nous vivons, et pour permettre aux États, de manière intergouvernementale, de coexister, tandis que les affaires quotidiennes du commerce, des échanges et des interactions sociales et culturelles peuvent se dérouler sans être entravées par des conflits et des guerres du type de celles que nous avons vues déchaîner avec des effets dévastateurs en Ukraine. Nous devons donc simplement revenir à la recherche de mécanismes permettant aux grandes puissances de coopérer au sein du cadre de l'ONU, sans obliger les petits États à choisir entre l'un ou l'autre. Je suis tout à fait d'accord. J'ajouterais que les sphères d'influence, à mon avis, seraient une voie désastreuse au final. Ce ne serait pas une voie vers la paix, ce serait une voie vers le conflit. Car où finit une sphère d'influence et où commence l'autre? Qu'en est-il des pays qui se retrouvent à l'intérieur de cette sphère d'influence? Peut-être qu'ils ne veulent pas en faire partie. Peut-être qu'ils sont mécontents à l'idée d'être inclus dans une sphère d'influence. Que fait une grande puissance de sa sphère d'influence? Cela signifie-t-il qu'elle contrôle les gouvernements de ces pays, ou seulement qu'elle façonne leur politique étrangère? Je pense qu'il s'agit en réalité d'une recette pour un désastre géostratégique, si je puis me permettre. Je pense que certaines personnes au sein de l'administration Trump y sont attirées parce que les États-Unis possèdent la sphère d'influence la plus probable et la plus facilement définissable parmi les grandes puissances. Quelle serait la sphère d'influence de l'Inde? L'Inde va devenir une grande puissance. Cela inclut-il le Pakistan? Évidemment non, le Pakistan ne sera pas d'accord avec cela.
Qu'en est-il du Sri Lanka? Comment cela fonctionne-t-il avec la Chine? Comme je l'ai dit, c'est une recette pour le conflit et le désastre, et c'est absolument à éviter. Et encore une fois, je suis entièrement d'accord avec Ian sur ce point. Je pense que la voie à suivre consiste à construire davantage un concert de grandes puissances, comme nous l'avons eu pendant un certain temps en Europe au XIXe siècle. Il existe un format pour cela, une structure créée après la Seconde Guerre mondiale, qui est le Conseil de sécurité des Nations Unies. Les Nations Unies sont ancrées dans le droit international. Il y a l'Assemblée générale, ainsi que les divers autres mécanismes et procédures qui existent au sein des Nations Unies. Je pense que tout cet appareil pourrait être relancé et adapté avec beaucoup de succès au système multipolaire émergent. Et c'est à titre personnel ce que je considère comme la bonne voie à suivre. Cela implique une réforme du Conseil de sécurité. Si l'Inde devient une grande puissance, ce qui arrivera, alors elle devrait absolument être membre permanent du Conseil de sécurité. Il est absurde qu'elle ne le soit pas déjà. Ces réformes sont attendues depuis bien trop longtemps. Ce retour aux sphères d'influence me préoccupe. Par exemple, tenter d'évincer les Chinois du Panama a tout d'une catastrophe annoncée. J'aime ce concept de concurrence, car la notion de sphère d'influence suggère une influence exclusive le long de vos frontières, alors que ce concept concurrent de sphère d'intérêt implique que si vous êtes à la frontière d'une grande puissance, cela ne signifie pas que cette puissance a une influence exclusive, mais que vous devez prendre en compte ses intérêts et sa sécurité. Je pense que cela, en tant que principe, reflète la réalité. C'est simplement ainsi que les États se comportent. Par ailleurs, je pense aussi que toute cette intégration qui se produit entre l'Est et l'Ouest, par exemple la Géorgie, entre l'Est et l'Ouest ou le Nord et le Sud, se retrouve comme un point de connexion. Traditionnellement, cela signifiait que les grandes puissances allaient rivaliser et vous déchirer. Mais avec cette nouvelle connectivité, ça veut aussi dire que si un pays intervient et perturbe un pays comme la Géorgie, il perturberait le corridor international de transport nord-sud. Il interromprait l'axe est-ouest. Cela devient donc presque une garantie de sécurité en soi. Des commentaires finaux? Je pense que vous avez soulevé un très bon point, et c'est justement ce que l'Occident a ignoré concernant l'Ukraine. Si vous avez un pays comme la Géorgie ou l'Ukraine, et qu'il est proche d'une grande puissance, alors si vous êtes vous-même une autre grande puissance, vous devriez agir avec prudence dans cette région. Vous ne devriez pas arriver et commencer à essayer de manœuvrer ces pays de façon à les placer en opposition avec la grande puissance qui est leur voisine. C'est là que l'idée de sphère d'intérêt, par opposition aux sphères d'influence, entre en jeu. Et tout cela concerne alors la manière dont les grandes puissances se comportent les unes envers les autres, dans le but ultime d'assurer la paix. C'est un concept différent. C'est une approche beaucoup plus praticable. Ian, je te laisse le mot de la fin. Ian, I'll give you the final word. A sane businessman never shoots his customers. Un homme d'affaires sensé ne tire jamais sur ses clients. Nous devons simplement revenir aux fondamentaux. Est-ce que les aspects économiques, sociaux et culturels déterminent la manière dont les États interagissent entre eux et mettre de côté, au sein d'organismes intergouvernementaux comme l'ONU, la politique? Il faut sortir la politique de la conversation. Par exemple, prenez la Mongolie. Elle est coincée entre la Russie et la Chine, et elle s'en sort très bien. La plupart des pays n'attendent pas l'occasion d'envahir un autre pays, sauf si la politique s'en mêle. Donc, il suffit de laisser cela à l'ONU et de revenir à l'essentiel, ce qui a initialement fait la grandeur de l'Europe, l'ouverture économique, sociale et culturelle après la Seconde Guerre mondiale. Et oui, il faut abandonner cette expérience géostratégique qui consiste à vouloir guérir des pays plus petits que nous. Okay, well,
D'accord. Eh bien, il est rare que nous terminions sur une note positive, donc je suis vraiment content que ce soit le cas cette fois-ci. Nous allons nous arrêter là. Merci beaucoup à vous deux. Je vous remercie d'être venus. Appreciate you coming.